L'œuf maillot, le podcast native qui vous met l'eau à la bouche. Ce nouvel épisode est consacré à Marie Chiocca, auteure du livre Les savoureuses recettes du régime méditerranéen, publié aux éditions Terre Vivante. Confinement oblige, la rencontre s'est exceptionnellement faite virtuellement, mais cela n'a en rien gâché notre plaisir. Bonjour Marie, vous êtes auteure, créatrice, rédactrice et photographe culinaire. Depuis 8 ans, vous animez le blog Scène Gourmandise où vous partagez vos recettes et vos astuces culinaires. Vous avez publié une trentaine de livres dont celui dont nous allons parler aujourd'hui, Les savoureuses recettes du régime méditerranéen, préfacé par le docteur Michel de Lorgeril, médecin épidémiologiste et physiologiste au CNRS, grand pourfendeur des dérives commerciales en matière de nutrition, dont le souhait est de mettre les clés du régime méditerranéen entre toutes les mains. Pour commencer, quelle est en 3 mots votre vision de la cuisine idéale ? Alors en 3 mots, la cuisine idéale, elle est équilibrée, elle est facile et elle est de saison. On parle de plus en plus de la cuisine méditerranéenne et de ses vertus. Pourtant, ce régime culinaire est ancestral. Est-ce que vous pouvez nous retracer son histoire dans les grandes lignes ? Je suis pas historien, je suis cuisinière, mais je pense que ça va être vite vu. C'est à peu près, l'histoire de la cuisine méditerranéenne, elle touche au plus près l'histoire des peuples de Méditerranée, avec au fur et à mesure du temps quelques ajouts, comme par exemple la tomate, qui n'était pas cultivée avant la découverte de l'Amérique, les poivrons, les haricots, etc. Mais bon, la pomme de terre, je crois aussi, non ? Voilà, mais il n'y a pas énormément de pommes de terre. Il y en a un petit peu dans la cuisine méditerranéenne, mais c'est pas, comment dire, peut-être pas autant que dans certaines cuisines plus anglo-saxonnes. Ou, voilà. Et pourquoi vous vous êtes intéressée à ce sujet ? Alors, déjà, je suis niçoise, je suis née à Nice, mais ça ne fait pas tout. J'aurais pu naître en Normandie et j'aurais aimé le beurre, la crème fraîche, etc. Mais je me serais peut-être vite rendu compte que même si c'est très bon de temps en temps de se régaler avec un plat avec plein de crème fraîche, du beurre, etc., je me serais vite rendu compte que pour le corps, c'est pas l'idéal. Moi, je fais partie des gens qui n'interdisent rien. D'abord, ça serait ridicule parce que je suis ni médecin, ni nutritionniste, ni diététicienne. Moi, je suis cuisinière, passionnée de cuisine saine. Donc déjà, tout ce qui est mettre à penser, les gens qui vous disent faites ceci, faites cela, ça me sort des yeux. Parce que plus le temps avance, et ça fait très longtemps que je m'intéresse à la cuisine saine, plus je me rends compte que c'est une question de bon sens et qu'il n'y a pas de grandes règles qu'on pourrait imposer à tout le monde. Tout dépend de notre hérédité, tout dépend de notre mode de vie, tout dépend de nos sensibilités. Par exemple, il y a des gens qui tolèrent très très bien les laitages, d'autres moyennement, d'autres très mal. Donc on peut pas dire 3 produits laitiers pour tout le monde. Ou à l'inverse, les laitages, c'est affreux, ne mangez plus du tout de produits laitiers. Il faut absolument nuancer, voilà. Et donc, comment j'en suis arrivée à me dire que vraiment le régime méditerranéen était ce qu'on pouvait faire de plus authentique, de plus prudent, de plus raisonnable et de plus bienfaisant pour la santé, c'est tout simplement, d'abord en lisant beaucoup d'ouvrages sur la question, et aussi en constatant que c'est le seul mode d'alimentation sur lequel nous avons énormément de recul. Parce que de nos jours, on entend des tas de gens vous dire « faut manger tout cru, faut manger vegan, faut manger sans produits laitiers, faut manger ceci, faut manger cela », mais on n'a aucun recul. C'est-à-dire qu'il y a des tas de gens, les pauvres hyper enthousiastes, qui pensent que c'est le top des tops pour la santé, mais même si on a 5 ans ou 10 ans de recul, c'est rien à l'échelle de l'humanité. Alors que le régime méditerranéen, on sait que ça fait des centenaires, des gens en bonne santé, des gens qui n'ont pas ou très très peu de problèmes cardiovasculaires. Et donc, c'est sérieux. Et c'est d'autant plus sérieux qu'on se rend compte que dans certains pays, comme la Grèce, malheureusement, quand les gens abandonnent le modèle méditerranéen, leur santé se détériore très vite. C'est-à-dire qu'ils perdent en une génération ou 2 les bienfaits de leur mode d'alimentation ancestrale. Voilà, ils sont en moins bonne santé que leurs ancêtres, qui parallèlement avaient une vie plus dure. Donc vous voyez, c'est... Oui, il y a eu pas mal d'études sur les zones bleues, sur la longévité. Tout à fait. On a un autre régime intéressant, vous avez sûrement dû en entendre parler, c'est le modèle Okinawa. Mais la seule chose, c'est que moi, je connais moins. Et je me dis aussi que pour des raisons d'écologie, de consommer local, etc., c'est encore un bon point
dans le sens du régime méditerranéen, car tous les ingrédients phares du régime méditerranéen, nous les retrouvons dans un périmètre proche quand nous habitons sur le sol français ou en Europe d'une façon générale. Oui, d'ailleurs, la cuisine méditerranéenne est considérée comme le modèle alimentaire de référence pour protéger la santé. Est-ce que vous pouvez nous en donner des exemples concrets ? Qu'en est-il des études sur la longévité ? Alors, en ce qui me concerne, j'ai fait quelques essais sincères d'autres modes alimentaires. Par exemple, le végétarisme il y a quelques années. Et je le dis, je sais que malheureusement, c'est très mal perçu et je suis souvent un peu, entre guillemets, agressée, employons le mot, sur cette question quand j'en parle. Mais moi, ça ne m'a pas convenu du tout. J'ai fini en très mauvaise santé et pourtant, j'étais hyper motivée quand je l'ai fait. Et donc, moi, ça ne me convient pas du tout. J'ai essayé aussi de ne pas consommer du tout de laitage à une époque où on m'avait tellement dit, c'était il y a 10-15 ans, que les laitages étaient vraiment, responsables de tous les maux de santé. Alors là, franchement, je vais vous dire une chose, ça demande vraiment de la nuance. En ce qui me concerne, parce que je peux parler que des cas que je connais bien, et si je connais le mieux, c'est mon cas. Si je consomme trop de laitage, je suis malade. Si je n'en consomme pas du tout, je suis pas bien du tout non plus. Donc, en ce qui me concerne, c'est 3-4 laitages par semaine et non pas par jour. Et toujours de bonne qualité, etc. Et ça correspond tout à fait au régime méditerranéen. Voilà. Ensuite, j'ai des tas de gens qui ont témoigné sur mon blog et aussi, je pense, qui ont témoigné sur le site du docteur Lorgeril et à bien d'autres endroits. Des gens qui avaient, par exemple, soit des problèmes d'obésité grave, soit des problèmes cardiovasculaires, soit des problèmes même de diabète. Et toutes ces maladies-là, dites de civilisation, sont non pas guéries du jour au lendemain de façon miraculeuse, mais sont grandement atténuées par un régime, j'aime pas trop ce mot, mais bon, par un mode d'alimentation méditerranéen, le plus naturel possible. Et là, il faut bien savoir de quoi on parle. Parce que quand on parle de régime méditerranéen, je dis souvent aux gens, pour plaisanter, c'est pas pizza tiramisu, hein. Ça serait trop beau. Ça serait trop beau. Non, le régime méditerranéen, je pense que vous allez bientôt me poser la question. Donc, je ne sais pas si j'anticipe la question. Si je vous dis maintenant ce que c'est, je vous explique là tout de suite. Allez-y, on est parti. Voilà, on est parti. Alors, le régime méditerranéen, c'est d'abord les légumes stars. Voilà. Les légumes cuisinés de façon tellement délicieuse, tellement séduisante, tellement, entre guillemets, glamour que on a envie d'en manger, on est heureux d'en manger. Et quand on compose son menu, il faut penser en premier, quel est le végétal que je vais cuisiner pour ce midi, pour ce soir. Il faut en mettre dans l'assiette tout le temps. Les Méditerranéens font ça. Et il faut aussi tordre le cou à une idée reçue importante concernant les légumes dans le régime méditerranéen. Manger méditerranéen, ce n'est pas que manger des légumes d'été. C'est pas juste des tomates, des poivrons, des aubergines, des courgettes. Vous avez une quantité impressionnante de recettes délicieuses, que ce soit en Italie, dans la région de Nice, en Grèce, en Corse, etc., qui sont à base de blettes, à base de choux, à base de fenouil, à base de poireaux, énormément de recettes de légumes verts de la saison froide. Donc, le régime méditerranéen peut être mené sur toute l'année sans souci. Donc déjà, le légume. Et ça, c'est important, j'insiste là-dessus, le légume cuisiné de façon super appétissante. Pas juste bouilli à l'eau ou cuit à la vapeur. Bon, si vous aimez ça, faites-le, mais si vous aimez pas, ne vous l'imposez pas. Et ce qui est vraiment assez touchant, c'est de voir que ces peuples méditerranéens, qui étaient des peuples assez pauvres, faut dire les choses comme elles sont, ont développé des trésors d'ingéniosité pour cuisiner, apprêter, accommoder les légumes, qui étaient un peu toujours les mêmes, hein, de mille et une façons hyper gourmandes. Voilà, ça c'est très sympa. Donc le légume en premier. Ensuite, les céréales. Alors, on peut, moi c'est ce que je préconise entre guillemets, hein, même en tant que cuisinière, c'est quand on utilise des céréales dans son mode alimentaire, on peut s'inspirer de la diète méditerranéenne un peu plus ancienne que ce qu'on nous propose depuis un siècle ou deux. Pourquoi ? Parce que la plupart des recettes que vous trouverez dans les ouvrages de cuisine niçoise, grecque, etc., de nos jours, par exemple, vont utiliser de la farine blanche de blé pour faire des tourtes, par exemple. Hein, c'est pour vous donner une idée. Or, il y a 2 siècles, la farine blanche, c'était très rare, c'était réservé aux gens de la haute société, et on n'utilisait pas tellement de blé, ou alors si, des blés anciens. Et par contre, on utilisait beaucoup dans le bassin méditerranéen d'orge
d'épeautres, de petites épeautres principalement, qui sont des céréales qui contiennent beaucoup moins de gluten. Donc, c'est pas obligatoire de laisser un peu de côté le blé pour consommer de l'orge et de l'épeautre. C'est pas un des grands principes du régime méditerranéen, mais si on le fait, c'est encore mieux. Et au niveau goût, c'est tout aussi bon. Moi, je suis pas partisan de vous dire faites vos pâtes à tarte avec des farines bizarres, genre coco, souchet, etc. Parce que le résultat est un peu déroutant. Mais par contre, l'orge et l'épeautre, ça, je vous le garantis, on a des résultats super, super gourmands. Et pour la santé, c'est bien mieux parce que l'indice glycémique de ces farines-là, surtout quand elles sont non raffinées, l'indice glycémique est plus bas, donc ça fait beaucoup moins grossir. C'est meilleur, bien meilleur pour les gens qui souffrent de diabète. En fait, c'est gagnant sur toute la ligne. Voilà. Ceci étant, donc voilà, ça c'est par rapport aux céréales. Après, dans le régime méditerranéen, vous avez aussi beaucoup de légumineuses. C'est très important. Alors, des lentilles, des pois chiches, des haricots. Il y a une quantité incroyable de recettes délicieuses à base de haricots blancs. On utilisait beaucoup les fèves avant l'apparition du haricot. Il faut être honnête, c'est moins bon. Moi, j'aime mieux faire par exemple la fasolada, qui est une soupe qui à l'époque était faite avec des fèves et meilleure avec des haricots blancs. Ben ça serait bête de s'en priver. Voilà, pour faire avec des haricots. Donc, légumes, céréales les moins raffinées possibles, légumineuses, huile d'olive et huile de colza ou noix. Pourquoi ? Parce que l'huile d'olive est excellente pour la santé. Je ne vais pas me lancer dans une thèse maintenant, mais elle ne contient pas beaucoup de ces fameuses oméga 3. Les Crétois, par exemple, en consomment énormément en mangeant des petits escargots qu'ils trouvent dans la nature, mais aussi en ramassant certaines herbes sauvages dans le pourpier qui en sont très riches. Nous, en France, on ne le fait pas tellement. Par contre, on peut trouver, comme le conseille le docteur de l'Orgeril, on peut trouver des oméga 3 dans l'huile de colza, bio de préférence, c'est toujours mieux. C'est une huile qui est très peu chère et qui est très riche en oméga 3. On peut en trouver dans les noix de Grenoble. Je dis les noix de Grenoble, c'est pas pour vous faire acheter les noix qui poussent à Grenoble. Si vous les achetez dans le Périgord, elles sont tout aussi bien, mais c'est la dénomination noix de Grenoble pour les différencier des noix de pécan, etc. Et on trouve des oméga 3 dans les produits de la mer. Voilà, mais ça, on va y arriver bientôt. Donc voilà, des bonnes graisses. Alors, le régime méditerranéen, donc on a dit légumes, céréales, légumineuses, bonnes graisses, protéines animales. Alors, protéines animales, virgule, de façon raisonnable, virgule, de bonne qualité, point d'exclamation. Vous voyez, faut nuancer. C'est important de perdre ce réflexe, malheureusement, qu'on est nombreux à avoir gardé de nos grands-parents, les 30 glorieuses, le gros steak de 250 grammes dans l'assiette, etc. C'est beaucoup trop. On n'a pas besoin de manger toutes ces protéines à chaque repas. Vraiment pas besoin du tout. Ça surcharge le corps. Par contre, moi, je suis absolument persuadée qu'on a quand même besoin de protéines animales. Je suis désolée, même si ça fait pas l'unanimité parmi les personnes qui se targuent de parler de cuisine saine, etc. Moi, je pense que c'est très important. Je serais hypocrite en disant le contraire. Par contre, il faut en manger beaucoup moins. C'est-à-dire que ce qui est bien, c'est d'en manger donc des protéines animales 3-4 fois par semaine. Et les autres jours, vous pouvez consommer des œufs, alors qui sont aussi des protéines animales, mais qui ne sont pas ni du poisson ni de la viande, ou du fromage. Mais on n'est pas obligé d'en manger tous les jours. Et quand on en mange, 100 grammes, c'est bien. Et en fait, 100 grammes, c'est petit. Quand on regarde, c'est pas énorme. Et avec ça, on est calé, on a tout ce qu'il nous faut. Et à part certains cas extrêmes de gens qui sont vraiment des travailleurs de force et qui ont peut-être besoin d'un peu plus de protéines, on n'a pas tant besoin que ça de manger de viande et de poisson. Du poisson, il faut en manger, c'est très important pour les oméga 3, pour la vitamine D, pour l'iode dont nous sommes nombreux à être carencés. Et c'est vraiment un incontournable de la cuisine méditerranéenne. Le poisson, les coquillages, c'est très important. Si vous êtes végétarien, vous pouvez consommer des algues. C'est très important parce que sans ça, vous ne pourrez pas être en bonne santé. Et à noter aussi que les Méditerranéens ne consomment pas tant que ça de pâtisserie. Alors, vous avez bien sûr beaucoup d'exemples de pâtisseries marocaines, algériennes, grecques, etc., super appétissantes. Sans parler de l'Italie, il y a une tradition de pâtisserie les jours de fête. Et ça, c'est très important de le préciser. Quand c'est la fête, on se réunit, on se fait plaisir, on se fait un petit dessert. Les desserts méditerranéens sont pas si régimes que ça. Ils contiennent souvent du beurre, plein de sucre, etc. Ça fait partie aussi
comment dire, de la philosophie des Méditerranéens qui est très importante, qui consiste en fait à manger dans la bonne humeur, en bonne compagnie. Et ça, c'est aussi une chose qu'on oublie facilement et qui est très importante pour la santé. Alors, ça fait sourire plein de gens quand on dit ça. Le docteur de Lorgeril insiste beaucoup là-dessus et il a entièrement raison. Quand on mange, il faut essayer de manger dans la joie, il faut essayer de manger en bonne compagnie. Et donc, les desserts, on n'a pas du tout besoin d'en manger à tous les repas, mais alors vraiment pas du tout, du tout. Par contre, s'en priver totalement, ça peut créer des frustrations, de la tristesse, etc. Des choses qui, de toute façon, nous font du mal à la santé. On le voit bien, les scientifiques vous expliquent que ça crée du stress oxydatif, de l'inflammation, etc., etc. Donc, c'est toute une question de raison. Et j'ai oublié encore un groupe alimentaire, entre guillemets, qui va en faire sauter certains au plafond. Mais c'est le docteur Lorgeril insiste beaucoup là-dessus et je le soutiens à 300%. C'est les boissons, dont le bon vin. Alors, c'est tabou, je sais. Tout est une question aussi de bon sens et d'équilibre et de nuance. Exactement. Et donc là, je pense qu'on est obligé d'ajouter la petite phrase « Attention, l'alcool est dangereux pour la santé, machin, machin ». Alors, le docteur de Lorgeril a fait beaucoup d'études là-dessus. Et en gros, ce qu'il explique, c'est très important, c'est que il vaut mieux consommer un peu d'alcool de bonne qualité. Par exemple, du vin bio rouge, c'est quasiment un médicament. Du vin frelaté, hyper traité aux pesticides, tout ça, c'est un poison. Donc, il vaut mieux consommer un peu d'alcool de bonne qualité que ne pas en consommer du tout. Mais attention, il vaudrait mieux ne pas en consommer du tout qu'en consommer trop ou de mauvaise qualité. Donc là aussi, c'est une question de nuance. C'est très important. Si vous n'aimez pas l'alcool, si vous ne le supportez pas, vous n'êtes pas obligé de vous mettre à boire du vin, à vous forcer. Par contre, si vous aimez le vin, dites-vous qu'il faut vraiment en consommer peu. Pour donner un exemple, on dit 1 verre de vin rouge pour les femmes par jour, 2 pour les hommes. Je trouve ça très, très misogyne, mais bon, c'est comme ça. C'est ce qu'on dit, donc voilà. Et au maximum, donc si on en consomme moins, c'est pas grave. Et l'alcool, en fait, c'est pas juste pour le moral ou pour le côté gourmet, etc. Pour vous donner un seul exemple, on s'est aperçu, en tout cas, le docteur Lorgeril explique que l'alcool agit sur les vaisseaux sanguins. Il induit à chaque fois, si j'ai bien compris, parce que moi je le redis, je suis pas scientifique, une sorte de dilatation des vaisseaux au moment de sa consommation. Et donc, si j'ai bien compris, ça entretient une bonne santé des vaisseaux sanguins. Il y a aussi des médecins qui ont montré, et je crois que c'était le docteur de Lorgeril aussi, mais je l'ai lu à plusieurs endroits, qu'une plante que vous prenez pour des raisons médicales sera mieux acheminée aux cellules si vous la prenez par exemple sous forme de teinture mère que sous forme de tisane. D'où l'intérêt, par exemple, au Moyen-Âge, de tous ces moines qui fabriquaient des élixirs de ceci et de cela. Voilà, je ne sais pas ce que ça vaut, mais je l'ai lu souvent. Donc voilà, l'alcool n'est pas un sujet tabou pour moi. Par contre, c'est un sujet à aborder avec beaucoup, beaucoup de raison et de modération. Voilà. Vous avez dit manger sain, ça nous rend beau. Est-ce que vous pouvez développer ? Oui. Alors, manger sainement, ça vous donne des beaux cheveux. Tout simplement parce que votre corps reçoit absolument tout ce dont il a besoin. Ça vous donne une très belle peau. Ça entretient votre silhouette. Et ça a aussi une très bonne influence sur l'état dentaire. Et puis, comme ça rend heureux, ça fait sourire. Donc, ça rend beau. Voilà. Oui, je pense. J'en suis absolument persuadée. Il y a par exemple, des amis de mes enfants. J'ai des grands-enfants qui sont adolescents, qui souffraient d'acné très sévère. Et en parlant avec les parents, je leur ai dit, avant de donner plein de médicaments chimiques et tout, est-ce que vous pourriez essayer peut-être de revoir un peu l'alimentation ? Et il y a des parents qui l'ont fait et les résultats sur l'acné ont été magnifiques. Voilà. Donc voilà, ça peut aussi rendre beau parce que ça peut permettre de pallier à des problèmes de peau un petit peu graves. Moi, quand j'étais ado, par exemple, je souffrais énormément d'eczéma. C'était l'eczéma sévère. J'étais souvent sous cortisone, etc. J'ai plus du tout besoin de tout ça.
Les recettes que vous proposez se veulent abordables à la fois en temps mais aussi en prix et en accessibilité aux ingrédients. Et en ces temps de confinement, est-ce que vous pouvez partager vos meilleurs tips pour rendre nos plats quotidiens plus gourmands avec des ingrédients de tous les jours? Ça va malheureusement, là-dessus on n'est pas tous égaux, c'est bien malheureux. Ça dépend absolument si vous êtes un citadin ou si vous êtes à la campagne. Moi j'ai beaucoup de tristesse en ce moment pour les citadins parce que je sais que c'est vraiment pas facile. Citadin sans jardin ou avec juste un tout petit balcon, je reconnais que c'est vraiment galère. Surtout qu'en ces temps de confinement, je trouve qu'il y a quelque chose qu'on dit pas assez. C'est que autant je recommande aux gens de manger beaucoup de légumes, beaucoup de crudités, autant là, faut faire gaffe parce que moi, quand je suis allée dans un magasin bio il y a 15 jours pour faire mes courses, les gens toussaient sur les salades, ils se grattaient le nez, ils se servaient en fruits, enfin, c'était horrible, quoi. Malheureusement, moi, je vous dis comment je fais pour moi, hein. Tout le monde n'est pas obligé de faire pareil. Ça fait 15 jours que je n'ai plus acheté de fruits et légumes que je mange crus. Donc, chez moi, ce que je fais, c'est qu'en plus, on a la très mauvaise période pour le potager, il n'y a plus rien. Donc, on fait des cueillettes sauvages et ça, c'est très crétois, justement. On ramasse du pissenlit, des trucs comme ça. C'est pas le top, c'est pas délicieux, mais voilà. Pour les gens qui sont dans les campagnes, donc, je leur recommande des cueillettes. Je leur recommande aussi de laisser absolument rien perdre de leur potager s'ils en ont un. Par exemple, les radis, ça pousse très vite. Et avec les fans de radis, on peut faire tout un tas de choses. On peut faire un gratin de pâtes, on peut faire des petites soupes très bonnes, on peut aussi faire des soupes d'ortie. Enfin, voilà. Ça, c'est vraiment pour les temps particuliers qu'on vit maintenant. Et pour les citadins qui n'ont, les pauvres, pas du tout accès à un coin de nature, ni pour les cueillettes. De toute façon, les cueillettes, ça serait vidu vu que sur l'attestation de sortie, il n'y a pas la case « je vais cueillir ». Donc voilà. À ce moment-là, je vous recommande, ça sera que passager, mais de recourir aux recettes du placard, qui peuvent aussi être équilibrées. Je suis en train de poster des recettes sur mon blog, sur Instagram, qui sont des recettes du placard équilibrées. Donc, qui sont à base de conserves, qui sont à base d'ingrédients surgelés, qui sont à base d'ingrédients que vous pouvez conserver dans des bocaux. Et tout ça, c'est moins parfait que de consommer du tout frais, du tout cru. Mais ça peut quand même permettre que confinement ne rime pas avec engraissement. Voilà. Et surtout, c'est très important parce que manger sainement en ce moment, c'est capital parce que ça booste votre immunité. Il faut absolument le faire. Je sais qu'on est tous un peu tristes, on en a gros sur la patate. Quand on allume la télé ou la radio, il y a de quoi avoir le cœur brisé. Mais c'est pas une raison pour se jeter sur les barres chocolatées, les raviolis en boîte, etc. parce que vous allez vous faire du mal. Je suis désolée d'avoir des paroles un peu tristes, mais il paraît qu'on va être très nombreux à l'attraper, cette saleté de Covid là. Donc, plus le virus tombe sur un organisme fort, moins vous avez de risques que ça se passe mal. Voilà, c'est pas imparable, mais c'est important. Vous mettez toutes les chances de son côté. Je vous garantis que, par exemple, une recette, vous allez vous faire, par exemple, une salade de pois chiches en boîte ou en bocaux que vous avez laissé tremper puis fait cuire. Cette salade de pois chiches dans laquelle vous allez mettre peut-être un petit oignon émincé, parce que ça, des oignons, en général, on en a tous. Enfin, je vous le souhaite. Un petit peu d'ail, un peu d'huile d'olive. Si par bonheur vous en avez au frigo, des petits morceaux de tomates séchées ou voilà, eh ben ça va vous faire du bien. Voilà, vous aurez des bonnes protéines, des fibres, des glucides à IGBA, etc. C'est bien. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Vous êtes également photographe culinaire de talent et selon vous, quel rôle joue l'aspect visuel d'un plat? Ah, c'est très important. Moi, les livres qui ne contiennent pas de photos, les livres de cuisine, en tout cas sans photos, j'ai pas envie de faire les recettes. Donc, c'est vrai que des fois, on est obligé dans les ouvrages de ne pas illustrer toutes les recettes. Sinon, ça ferait des livres énormes. Mais personnellement, moi, je trouve que c'est très important parce que ça donne envie. Ça permet aussi d'avoir un aperçu. Ça peut aider à la bonne réalisation de la recette. Et puis, moi, je vais vous dire franchement, la partie photo, pourtant, je suis gourmande, hein, mais la partie photo, c'est encore plus de plaisir pour moi que la préparation de la recette, etc. J'aime énormément mettre en photo mes plats. Et d'où viennent vos inspirations artistiques et culinaires? Vous les piochez où? C'est vraiment impossible de remonter la filière, on va dire. L'inspiration, c'est... Tout le monde vous le dira, ça peut être des choses qu'on a vues immédiatement, on se dit tiens, ça c'est génial, j'ai envie de faire quelque chose du même style, mais ça peut aussi être une réminiscence d'un truc qu'on a vu il y a 20 ou 30 ans. Des fois, il y a des plats, je les fais en me rappelant
de cette fois où j'étais allée manger avec mon papa quand j'avais 10 ans dans tel restaurant, enfin, ou que, tiens, un jour, ma maman avait fait ça avec des légumes du jardin, ou, enfin, vous voyez, ça vient de partout. L'inspiration, ça peut aussi être dans des bouquins. Moi, je sais pas, par exemple, pour me changer les idées, j'ai relu les 8 tomes de La petite maison dans la prairie. Et quand je vois les frichtis qui sont décrits, voilà, comment la maman elle fait cuire ses haricots avec des petits morceaux de lapin que le papa est allé chasser avec des petites herbes, machin, tout ça, je me dis tiens, faut que je me fasse un ragoût de haricots avec ce que j'ai au congèle. Voilà, c'est l'inspiration, c'est plein de choses. C'est aussi d'autres blogueuses, d'autres collègues entre guillemets qui font du travail magnifiques, qui font des photos superbes, qui ont des super idées pour les plages. Je pense qu'on s'inspire toutes les unes les autres. Je pense avec beaucoup de respect. Ça arrive malheureusement des fois que certaines de mes recettes soient vraiment honteusement copiées et mises en ligne avec ma photo ou mon texte. Et là, ça, j'avoue, je suis pas très contente. Mais c'est rare, c'est très rare. Moi, par exemple, quand je m'inspire d'une recette d'une collègue, parce que franchement, moi, toutes les filles, ça c'est souvent des filles, mais bon, il y a des fois des gars, mais c'est souvent des filles. Toutes les filles qui font des trucs dans le même sens que moi, pour moi, ce sont pas du tout des concurrentes, mais des collègues. On fait le même boulot, on travaille ensemble pour, en fait, avec nos sensibilités à chacune, eh bien, aller dans le bon sens. Voilà, donner envie aux gens de prendre soin de leur santé. Et avec nos sensibilités, par exemple, il y a des blogueuses ou des auteurs qui sont végétariennes et qui m'inspirent beaucoup. Moi, pour rien au monde, je me referais végétarienne, mais je vois que ça se passe bien pour elles, apparemment, et leurs idées, recettes sont super sympas. Et comme je mange absolument pas de la viande tous les jours, je cuisine très souvent végétarien aussi. Donc voilà, on s'inspire aussi beaucoup de notre travail à toutes. Quel est votre prochain rêve et votre prochain ouvrage ? Ah, alors mon prochain rêve, déjà, pour répondre à la première question, ça serait de pouvoir passer mon portail sans attestation en espérant que tout le monde soit guéri et qu'il n'y ait plus de soucis. Parce que c'est pas du tout que je rouspète en disant « Oh, on est enfermé, c'est injuste ». Non, je sais que c'est très bien, qu'il n'y a pas le choix, qu'il faut le faire, mais c'est pesant. Voilà, donc ça, mon prochain rêve, il est très modeste. C'est juste recommencer à marcher dans la nature, retourner voir mes amis, etc., le plus vite possible. Et mon prochain bouquin, et je peux pas vous en parler, c'est toujours un peu secret tout ça, mais je crois que je peux vous dire quand même sans trop spoiler que je devais avoir un super bouquin qui sortait en avril sur les fromages et laitage fait maison. J'y ai passé beaucoup de temps, j'ai mis beaucoup de cœur et malheureusement, la sortie est repoussée. Merci beaucoup Marie pour votre accueil et ces confidences gourmandes et portez-vous bien.